Cela fait désormais plusieurs semaines que la guerre née de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe a commencé. Une guerre sur le terrain militaire et aussi sur le terrain de la propagande. Une guerre avec de chaque côté des chefs de guerre au fort potentiel d'incarnation. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. À part le fait qu'ils portent le même prénom, certes écrit différemment, tout oppose les deux hommes. Vladimir Poutine est omniprésent sur la scène internationale depuis des décennies. Son adversaire, lui, a été propulsé dans le top 5 des célébrités politiques mondiales avec cette guerre. Qui est Volodymyr Zelensky? Ange ou démon? Sauveur ou marionnette? Mon confrère Fabien Lassalle-Dumez a regardé des centaines d'heures de vidéos et épluché des centaines de pages de documents divers pour pouvoir en brosser le portrait le plus honnête possible. Le président ukrainien, c'est d'abord aujourd'hui un phénomène médiatique, sinon mondial, du moins occidental. Jugez-en vous-même. Le Time Magazine le dépeint en héros ukrainien. Le Daily Express le compare à Churchill. La version italienne de Vanity Fair voit en lui le visage de la résistance. Le New York Post invite ses lecteurs à se battre comme Zelensky. Le Point le présente comme un combattant de la liberté. Fabien Lassalle-Dumez décrypte les ressorts de cette Zelensky-mania. Il y a une maîtrise extrêmement bonne des codes de la communication. Et puis, il y a aussi ce qu'il représente. C'est vrai qu'il est devenu un symbole. Alors, est-ce que c'est un combattant de la liberté comme valeur théorique abstraite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est un combattant de la souveraineté de son pays. Et quoi qu'on puisse penser de lui, on peut être qu'admiratif devant son courage, devant son abnégation, devant son esprit de résistance. Il y a bien d'autres leaders, soi-disant leaders en tout cas, qui auraient pris le premier avion pour Berlin, Londres ou Varsovie avant même que le premier missile russe ait eu le temps d'atteindre le sol ukrainien. Et lui, il reste dans la capitale assiégée. Il est courageux, il est avec ses compatriotes, les armes à la main. Joe Biden propose de l'exfiltrer. Il dit qu'il a besoin de munitions, pas d'un taxi. Et tout ce courage, il est extrêmement bien mis en scène. Hein, c'est un homme d'image, on l'a dit. Que ce courage soit enfin, peu importe le niveau de courage qu'il a, c'est la mise en scène qui répond d'abord à la logique de la bataille des récits, de la confrontation des propagandes. Et ça marche bien, ça marche vraiment bien. Alors d'abord, parce que oui, les codes de la communication sont beaucoup mieux maîtrisés par Zelensky. Donc on peut voir ces images où d'un côté, on a Zelensky qui est jeune, qui est dans les rues de Kiev, qui est avec sa population. Il est déterminé mais serein. Il y a la barbe de 3 jours, il est presque en treillis. Il est proche de la population. Et puis de l'autre côté, on a Poutine, donc un président qui cumule 20 ans au pouvoir, enfermé dans son palais, dans son bunker, on ne sait pas très bien, et qui se contente de donner des ordres à des subalternes en respectant une distanciation sociale qui semble en fait refléter la distanciation qu'il a avec les préoccupations de son propre peuple. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их? Я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Slava Ukraine. Donc là-dessus, c'est clairement Zelensky qui gagne. En plus, de base, la Russie, c'est la puissance agresseuse. Donc ça constitue évidemment un énorme handicap
pour la communication de guerre. En envahissant l'Ukraine, simplement en envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine, il a fait voler en éclats des décennies d'efforts pour construire un soft power russe, une influence russe, une bonne image de la Russie dans le monde. Et en plus, la majorité des médias, on l'a vu dans les pays occidentaux, ils avaient ouvertement pris parti pour l'Ukraine avant même le début de l'invasion russe. Poutine et Zelensky, c'est aussi, jusqu'à la caricature, un choc entre le XXe et le XXIe siècle. On verrait bien Poutine en incarnation du méchant absolu dans un film d'espionnage du temps de la guerre froide, dans un James Bond par exemple. Échec. Quant à Zelensky, on n'a pas de mal à l'imaginer en acteur dans une série Netflix, en star de la télévision ou en influenceur sur Instagram. Ça tombe bien, c'est ce qu'il était avant de faire président. C'est ça qui est fascinant, c'est que Zelensky est devenu en quelques jours un chef de guerre, alors que rien du tout le prédestinait à ça. Bon, on sait tous, c'était un comique, un humoriste, un acteur, avec un très grand succès, pas seulement en Ukraine, mais dans des pays de l'ex-Union soviétique en général. Et il était surtout connu pour sa série télévisée Serviteur du peuple, où il incarnait un professeur d'histoire élu presque par hasard président du pays à la suite d'une vidéo qui a fait le buzz, où il dénonçait la corruption qui, à toutes les échelles, ravage la jeune République ukrainienne. Понятно, а выбирать-то не из двух пи***расов. Выбираем меньше. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***аса. Да потому что да, понятно. Конечно, он пи***ас, да ну лучше его, те-то хуже. Вась, да пойдем хряпнем, у меня заначка есть. Главное, приходят эти потом пи***асы к власти. Пи***ят и пи***ят, пи***ят, и пи***ят. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем по***, понимаешь, тебе по***, мне по***, нам всем по***. Не по***й на маленький, понимаешь, а здоровый такой, по***й, пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы устроил. Кортежи, на... J'ai regardé pour vous plusieurs épisodes de cette série qui est disponible sous-titrée sur le site d'Arte. C'est une série qui est assez drôle, un peu trop longue, je crois, mais qui est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle montre assez bien l'Ukraine, déjà pour ceux qui ne connaissent pas l'Ukraine, c'est un bon aperçu de la société ukrainienne, etc. Et surtout, ça montre la dimension centrale de la corruption en Ukraine, pas seulement dans le monde politique, mais aussi dans la vie quotidienne des Ukrainiens. И кто это? Семья нового президента. Жрать охота. А вот и наш кормилец. Здравия желаю, инспектор Панько. Что же это вы, уважаемый? Командир, а что такое? Я что-то нарушил? Нет. А тогда какая причина остановки? Так как же, там же знак, кирпич. Где? Там? О, командир, что-то я не заметил. Ну, И ничего страшного, что не заметили. Он же экспериментальный он. А? Ну, повесили, чтобы понять, нужен он там или нет. И какие результаты? Теперь вот понятно, что вообще он там не нужен. Bref, Zelensky est une star cathodique qui s'est servi de son statut pour se convertir en politique et finalement être élu. Comme dans un tout autre registre, Donald Trump. Donald Trump, le personnage de télé-réalité qui virait sans ménagement les candidats dans The Apprentice. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Et qui au final a recyclé sa formule magique en politique pour se poser en alternative aux démocrates. I was wondering what you would say to President Obama. You're fired. Mais dans le registre du storytelling, Zelensky va en réalité plus loin qu'un Donald Trump qui s'est construit autour d'un personnage de la vraie vie lui-même. Tandis que le président ukrainien, pour se crédibiliser dans le réel, joue sur les qualités du personnage fictionnel qu'il incarne dans la série Serviteur du peuple. Très franchement, il apparaît comme un homme vraiment sympathique, agréable, attachant. Et cette construction de l'image, en tout cas de l'acteur Zelensky, elle a évidemment participé dans son élection à la présidence du pays.
On voit aussi que c'est un homme cultivé. Il cite Plutarque à plusieurs reprises. On voit qu'il connaît bien les positions des différentes puissances sur la scène internationale. On voit que c'est un type intelligent. Et puis, surtout, la construction de son personnage, c'est avant tout celle d'un type honnête. Et c'est tout simplement cette image construite d'homme honnête qui a permis à Volodymyr Zelensky d'être élu à la tête de l'État ukrainien. J'insiste vraiment là-dessus. La corruption, ça empoisonne l'Ukraine. C'est un des pires pays au monde en termes de corruption. Donc, il y a un indice de corruption qui est établi par l'ONG Transparency International. Et l'Ukraine, elle se classe derrière la Sierra Leone, l'Algérie et le Salvador, ce qui n'est pas franchement glorieux. Donc, après 3 saisons au service du peuple, vous voyez Zelensky lutter contre la corruption, les Ukrainiens, ils se sont tout simplement dit que peut-être que son personnage en ferait autant dans la réalité, et ils l'ont élu à la tête du pays, ce qui était un scénario absolument inenvisageable au début. Les sondages le plaçaient vraiment, vraiment en bas, et Zelensky a gagné l'élection. Zelensky gagne les élections en se servant à fond de ses talents de comédien et d'homme de spectacle, et en étant en réalité très discret sur la réalité de son projet politique, si ce projet existe vraiment. Le message vidéo de Volodymyr Zelensky est passé. L'humoriste et star du petit écran en Ukraine, candidat au second tour de la présidentielle, invitait son adversaire, le président sortant Petro Poroshenko, à venir débattre dans le stade de Kiev, et il a accepté. Ce n'est pas conforme aux règles électorales, mais va pour le stade, je t'attends, a répondu Poroshenko dans un tweet. Jusqu'à présent, Volodymyr Zelensky est en tête des sondages. En campagne, il a préféré se produire sur scène avec sa troupe de stand-up et s'est exprimé davantage sur les réseaux sociaux qu'à la télévision et dans les journaux. Mais son programme reste flou. Il a été très timide à propos de ses opinions politiques jusqu'à présent, préférant que les électeurs lui expriment leurs désirs plutôt que de leur dire ce qu'ils pensent. Il a mené une vaste campagne anti-corruption, une campagne anti-Poroshenko. Il nous a dit à quoi il s'opposait, mais jusqu'à présent, il n'a pas dit aux électeurs ukrainiens ce qu'il défend. Dans ce contexte, les déceptions arrivent très vite. C'est après le scrutin que les Ukrainiens ouvrent le paquet cadeau. Dans Serviteur du peuple, il est question d'un pays où les oligarques, habitués à fabriquer les politiciens, s'étonnent tous ensemble du surgissement d'un objet politique non identifié, hors de contrôle, inattendu. Да, все-таки любит наш народ дешевый популизм. Михаил Семенович, вы молодец. А я тут ни при чем. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет. Я был уверен, что Голобородько – это твой человек. Ясно. Если не твой, не мой, значит, это человек Рустема Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого отношения. А кто же тогда имеет? Вы хотите сказать, что страну возглавил человек, не подконтрольный никому из нас? Смешно. Кто-то из нас темнит. Может, он ставленник Запада? Или Кремля. Кривицкий, я должен знать об этом Голобородько. Все. Разберемся. Sauf que, contrairement à son personnage, Zelensky est en réalité appuyé, mais très fortement appuyé, par un oligarque absolument sulfureux. C'est un type qui s'appelle Ilor Kolomoïski. C'est la deuxième fortune du pays. Il est propriétaire de sociétés dans le secteur du pétrole, du gaz, de l'acier, des minerais. Il détient plusieurs agences financières. Il a des clubs de foot, des compagnies aériennes et au moins une dizaine de chaînes de télé. Et historiquement, c'est quelqu'un qui a soutenu des personnalités politiques anti-russes. Il est vraiment anti-russe. Pourtant, il détient une partie de ses actifs en Russie. Il a soutenu l'Euromaïdan, il a financé divers groupes paramilitaires anti-russes, et notamment, bien qu'il soit de confession juive, le bataillon néo-nazi Azov. Ah, le fameux bataillon Azov, mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'oligarque de Zelensky, qui avait des comptes à régler avec le prédécesseur de l'actuel numéro 1 ukrainien, Petro Poroshenko. En fait, il a été nommé gouverneur d'un oblast. Donc, un oblast, c'est l'équivalent d'un département d'une région en Ukraine, à l'est de l'Ukraine. Mais il entretenait des relations exécrables avec le président Petro Poroshenko, qui pourtant était anti-russe comme lui. Et
une fois passé au Euromaïdan, les services secrets ukrainiens l'ont accusé de meurtre, de diverses activités criminelles. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, c'est une personnalité assez trouble, ça c'est certain. Il a été suspecté de sédition par le biais de ses groupes paramilitaires. On l'accusait de vouloir attaquer l'État ukrainien, peut-être de faire un coup d'État. Et finalement, la Private Bank, qui est la plus grosse banque du pays, qu'il possédait, a été nationalisée en 2016. Et donc, il a fini par quitter le pays peu après. Et Kolomoïski a probablement vu en Zelensky un moyen de revenir au pouvoir, ou en tout cas de revenir en Ukraine. C'était l'un de ses plus importants soutiens. Il a mis ses chaînes de télé, et en particulier sa chaîne 1+1, entièrement au service de Zelensky. Donc sa série était diffusée sur cette chaîne. La candidature de Zelensky a été présentée toujours sous un jour favorable. Le jour où le président Poroshenko fait ses vœux le 31 décembre à la population ukrainienne, Zelensky est sur 1+1 en train de présenter sa candidature et de complètement court-circuiter le discours du président. Et puis, en fait, Zelensky doit une grande partie de sa carrière à Kolomoïski, parce que même avant qu'il se lance en politique, c'est ces chaînes de télévision qui l'ont fait connaître. Donc, on a l'élection de Zelensky, et puis on s'aperçoit qu'il y a des poursuites qui sont retirées contre Kolomoïski. Celui-ci rentre en Ukraine, il n'est pas du tout inquiété. Et donc, on accuse vraiment Zelensky d'être la marionnette de Kolomoïski. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, disait un poète bien connu de chez nous, Jacques Chirac. Volodymyr Zelensky est également éclaboussé par le scandale Pandora Papers. Il est révélé que la société de production de Volodymyr Zelensky et lui-même et ses associés avaient bel et bien recours à des compagnies offshore pour gérer les revenus de leur société de production. Toutefois, il n'y a pas vraiment de preuves de pratiques illégaux. C'est juste l'image de Zelensky, l'idée qu'il est quelqu'un de différent, pas comme les autres dans l'élite du pays, qui est mise à mal par ces révélations. Il y a aussi des détails sur les liens entre Volodymyr Zelensky et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski, qui aurait payé jusqu'à 41 millions de dollars vers des sociétés offshore contrôlées par l'équipe Zelensky. Mais ça là pourrait être des paiements légitimes pour les productions audiovisuelles. On ne le sait pas. C'est la crise politique. Zelensky dégringole dans les sondages malgré sa rupture avec l'oligarque à qui il devait tant. En vérité, c'est l'agression russe qui fait à nouveau briller son étoile. Il passe de 31% d'opinion favorable à 91%. Pourquoi Vladimir Poutine en veut autant à son homologue ukrainien? L'ex-agent du KGB a naturellement le plus grand des mépris pour l'ex-amuseur public. Amuseur public et marionnette des Occidentaux, en tout cas aux yeux du maître du Kremlin. Avant la guerre, il a fait fermer 3 chaînes pro-russes à la demande de Joe Biden. C'est Joe Biden qui l'a appelé, qui lui a demandé de fermer ses chaînes. Il a accepté et ça a énormément braqué en fait, Vladimir Poutine, parce que ces chaînes appartenaient à un de ses plus proches amis. Et en fait, ça n'a eu aucune conséquence sur l'opinion publique en Ukraine, puisque de toute façon, les pro-russes étaient déjà pro-russes et sont restés. Les pro-souveraineté, pro-OTAN sont restés pro-souveraineté, pro-OTAN. Et voilà, mais ça a énormément braqué Poutine, et peut-être que ça a contribué aussi à l'exacerbation du conflit et in fine à l'invasion. Et ça montre aussi le fait que, oui, même si ce n'est pas le plus pro-OTAN de tous les politiques ukrainiens, il était pour un référendum avant la guerre sur l'appartenance à l'OTAN et pas sur l'imposition de l'OTAN à la population ukrainienne. Mais toujours est-il que même s'il refuse que son pays subisse les ingérences russes, il accepte de se plier sans condition aux États-Unis. Joe Biden lui demande de fermer 3 chaînes, il les ferme. Une analyse qu'on peut faire aussi de ce conflit, c'est celle que faisait Edgar Morin, c'est que le camp occidental, et en particulier les États-Unis, ont poussé à fond Zelensky pour qu'il ne cède rien face aux Russes, alors qu'il aurait pu avoir une solution diplomatique avant l'invasion. Zelensky l'a fait, et puis le jour où Poutine envahit l'Ukraine en violation absolue du droit international, etc., là, par contre, les Occidentaux sont
plus vraiment là pour défendre l'Ukraine, et Zelensky se retrouve seul. Et je pense qu'il y a une énorme frustration chez Zelensky, oui, d'avoir un accompagnement que par des paroles de ceux qui vont pousser à la guerre. Mais aujourd'hui, Zelensky, la mesure publique, côtoie le tragique et risque la mort au quotidien. D'autant plus qu'en termes de politique intérieure, il n'a pas forcément la main. On l'a dit, il est arrivé au pouvoir en 2019, soit 5 ans après la révolution du Maïdan. Son armée n'est pas une armée républicaine comme nous la concevons. Oui, elle existe. Mais à côté, des groupes paramilitaires plutôt autonomes existent eux aussi. En 2014, avec l'Euromaïdan, des groupes nationalistes qui très souvent étaient liés au milieu hooligan dans le football se constituent en groupes paramilitaires. On a un certain appui des États-Unis notamment, et c'est ces groupes-là qui vont faire l'Euromaïdan, enfin pas eux seuls, mais en tout cas c'est eux qui vont être les plus violents et qui vont radicaliser le mouvement. Et c'est des groupes, oui, qui vont d'un nationalisme dur jusqu'au néonazisme. Mais ces groupes-là précèdent en fait Zelensky qui arrive seulement au pouvoir en 2019 et Euromaidan c'était en 2014. Donc quand Zelensky arrive au pouvoir, factuellement ces milices-là ont déjà une énorme influence. Une question se pose forcément. Jusqu'où iront ces milices et jusqu'à quand seront-elles loyales à Volodymyr Zelensky dans un contexte où on n'a pas affaire à une chaîne de commandement classique, mais à plusieurs chefs de guerre dont certains ont des CV franchement sulfureux. Dans quelle mesure Zelensky, le civil, le communicant, pourra-t-il s'imposer face à ces groupes à qui les pays occidentaux envoient directement des armes désormais ? Et comme hier en Afghanistan, les pays dits occidentaux, ils ne se contentent pas d'armer d'honnêtes patriotes et autres résistants mus par la solidité de leurs convictions humanistes. L'OTAN, l'Union européenne, différents pays occidentaux se sont engagés à livrer des armes aux forces ukrainiennes. Ils n'ont pas précisé lesquelles, ils n'ont pas précisé quelles armes parfois. Mais oui, on a ce média biélorusse, Nexta, donc, qui est un média de l'opposition biélorusse, donc opposé à Poutine, opposé à Loukachenko, qui a révélé que l'OTAN avait livré des armes au bataillon Azov, notamment des lance-grenades, et qu'ils avaient même envoyé les formateurs pour qu'ils sachent bien les utiliser. Et donc il y a des photos, c'est quelque chose qui a été authentifié, et c'est extrêmement inquiétant parce que là, pour le coup, oui, on est vraiment face à des groupes ouvertement néo-nazis, à des groupes qui prônent la violence, à des groupes qui prônent le racisme. On accuse de torture, que l'ONU a accusé de torture, de viol, de diverses exactions. Et en même temps, on a des jeunes d'extrême droite, notamment en Europe, qui partent en Ukraine se former auprès d'eux. C'est plus un état de fait qu'une volonté de Zelensky lui-même. Ils ont du pouvoir et c'est impossible de le retirer, premièrement. Et puis deuxièmement, dans un contexte de guerre, Zelensky ne peut pas se payer le luxe de se priver de forces, de soldats, de gens qui vont combattre pour l'Ukraine. Après, ce qui est vraiment inquiétant, c'est pour la suite, en fait, parce que si Zelensky ne parvient pas à garder son leadership, si par exemple il négocie la paix et que les accords de paix qu'il signe sont vus défavorablement par la population ukrainienne, il y a un fort que ce soit les groupes nationalistes qui prennent le pouvoir de façon par les élections ou par la force. Oui. On le voit bien, il faudra à Zelensky bien plus que des capacités d'incarnation pour survivre. Entre la pression de Vladimir Poutine, les jeux d'intérêt des Européens et des Américains et la montée en puissance dans son pays de groupes armés radicaux qui pourraient bien, demain, lui contester son leadership.